Bonjour à vous, ODF Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Mémoires de l'ufologie francophone pour les générations futures. Aujourd'hui, je retrouve Bruno Bousquet, ufologue et auteur d'un livre qui est sorti dernièrement, OVNI, 40 ans d'expérience d'un ufologue ou d'un enquêteur de terrain. Mais passons dès à présent à son interview. Eh bien, je vous retrouve à présent dans le département de l'Hérault, à Saint-Gervais-sur-Marne, en compagnie d'un illustre ufologue, Bruno Bousquet. Bonjour Bruno. Salut. Je tiens déjà à te remercier d'avance de répondre à toutes ces questions pour les mémoires de l'ufologie francophone pour les générations futures, en collaboration avec l'association du Sceau. Alors une première question que nous posons à tous nos invités, depuis quand t'intéresses-tu à l'ufologie et pourquoi ? Pourquoi, j'en sais rien. Depuis quand? Depuis les années 70, je pense. Au milieu des années 70, à l'âge de l'adolescence, je devais avoir 12, 13, 14 ans, dans ces eaux-là. Au départ, la curiosité. L'achat d'un petit bouquin de la collection J'ai lu sur un marché aux puces à 3 francs 50 ou 4 francs à l'époque. Un bouquin qui s'intitulait Enquête des humanoïdes de Charles Bowen. Je crois que c'est parti de là aussi. J'ai agrandi ma collection de la collection J'ai lu. C'est pas, je crois que j'ai tout lu après. Ouais, la curiosité au départ, puis des témoignages directs et indirects. Et voilà, de fil en aiguille, voilà où j'en suis arrivé, quoi. Quel a été ton parcours en ufologie de quand tu as débuté jusqu'à maintenant, 2020 ? On a le temps, là. Tu as des mémoires surtout. Oui, c'est bon, il y a ces mémoires, oui. Le parcours. Alors, on démarre aux années 70 donc. Fin des années 70 où je m'abonne à Lumière dans la nuit. J'y suis resté abonné pendant 20 ou 25 ans à peu près. Où j'ai été enquêteur, enfin plus informateur qu'enquêteur à l'époque. De Lumière dans la nuit, après il y a eu l'Association nationale des enquêteurs de Lumière dans la nuit. Après, j'ai adhéré à Orion, à Béziers, qui était une petite association d'ufologues, pendant 4-5 ans. Je me suis détaché, je pense, au début des années 90 pour rejoindre l'association de Petrakis à Aix-en-Provence, à SOS OVNI. J'ai pris la délégation Languedoc-Roussillon d'SOS OVNI en 95 ou 96. Et puis la mise en sommeil d'SOS OVNI, chacun a créé ses propres structures dans son coin, à Lyon, à Metz ou ailleurs. Et moi ici à Montpellier, j'ai créé OVNI Languedoc, qui a été reprise ensuite par Thierry Golin. Voilà au niveau de mon parcours ufologique, avec quelques écritures de bouquins, Mystère un Pays d'Oc, qui est une compilation de tous les cas de l'Hérault. Ensuite, l'affaire D, je pense que c'est ce qui a suivi, qui est la fameuse contre-enquête sur le cas d'Assas dans l'Hérault. Un gros boulot qui m'a pris 5 ou 6 ans d'aller-retour chez le témoin. Après, il y a Où est la vérité. C'est un bouquin qui est sorti dans les années 2000, qui est un gros pavé de 400 ou 500 pages, je crois. Suivi de Quelle réalité. Et puis, depuis 15 jours, le petit nouveau qui s'intitule comment déjà? Qui s'intitule 40 ans d'ufologie ou un truc comme ça, non? Parcours de. Hop, il est là. Un enquêteur de terrain témoigne. Voilà, 40 ans d'ufologie, qui est plus joli que les autres, mais bon, qui n'est pas plus intéressant, parce qu'au bout de 40 ans, on ne sait plus trop quoi dire sur le sujet. Mais bon, voilà, c'est un petit parcours aussi. Voilà, voilà.
Alors, est-ce que tu pourrais nous parler donc de plus en détail de ton nouveau livre, donc OVNI Oh ben disons que mon nouveau livre, bon, il y avait 4 ou 5 ans que j'avais rien écrit sur le sujet, donc voilà, j'avais plein de trucs sur mon ordi, j'ai rassemblé tout ça pour faire quelques chapitres. Il n'y a rien de neuf, il n'y a aucune révélation dans le bouquin, hein, vous allez être tous déçus. Disons que dans la première partie, il y a quand même une reprise de ma conférence d'OVNI Languedoc sur l'état de l'ufologie actuelle, sur l'ufologie de terrain, voilà. Après, il y a un chapitre sur des corrélations entre le phénomène ovni et le phénomène religieux. Il y a un chapitre sur les dames blanches. Il y en a un sur des petites anecdotes à droite à gauche, de petits billets d'humeur, etc. Il y a aussi une reprise d'un petit dictionnaire ufologique qui est sympa. Et puis voilà quoi, il y a presque 200 pages. Voilà. Je me rappelle de cette conférence qu'on avait fait d'ailleurs ensemble, où toi tu avais la vie pessimiste Ouais. et moi j'avais la vie optimiste à l'époque. Ouais. Mais pourquoi as-tu vraiment décidé de faire un livre à nouveau? Parce qu'on me l'avait demandé, on m'avait dit ouais ça fait 5 ans qu'on te voit plus, où tu en es, voilà quoi, c'était juste pour m'amuser, pour passer l'hiver. J'ai d'autres projets en cours qui sont pas ufologiques en plus, mais je pense qu'après, au bout de 40 ans d'ufologie, on tourne un peu en rond. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc voilà, j'apporte rien de plus finalement que ce qui a été dit et redit toutes ces années, quoi. Et quels sont les buts quand par exemple quelqu'un va acheter ton livre, va se le procurer? C'est quoi le but de ce livre? C'est pour se faire plaisir surtout, hein, entre amis. C'est un bouquin, c'est la première fois d'ailleurs qu'il passe pas par un éditeur, que j'ai fait ça à compte d'auteur, puisque les éditeurs sont de plus en plus frileux sur le sujet. J'ai pas trouvé un bon éditeur, donc j'ai été réduit à trouver un imprimeur et à faire ça moi-même. Finalement, le résultat est aussi bon, parce que la couverture de mon collègue Alex est super, elle accroche pas mal. Le résultat est pas mal non plus, au niveau qualité. Donc voilà, je me suis fait un petit peu plaisir. Tu le conseillerais à qui en ufologie? À des néophytes ou à des gens qui sont déjà sur le terrain depuis longtemps? Bonne question. Les néophytes vont pas apprendre grand-chose. Ça va peut-être me décourager. Peut-être le décourager, d'aller plus loin. Et les gens que je connais depuis longtemps vont dire ouais, Bousquet, il nous apprend rien de plus. Bon, c'est vrai que non, si ça peut être sympa d'avoir du recul aussi, parce qu'au niveau ufologie, à part la grosse soupe, on voit pas ce qu'il y a de plus à apporter. Si c'est pour reparler de l'affaire Roswell ou pour reparler de. Je vois pas ce qu'on peut raconter en ufologie au bout de 40 ans, 50 ans, où c'est toujours un peu la même chose, quoi. Donc je pense qu'il faut prendre du recul, prendre un peu de hauteur aussi. Voilà, c'est un peu le but aussi. Parce que moi, mon approche est voilà, sur le fil du rasoir, toujours entre les nihilistes d'un côté et les illuminés de l'autre, quoi. C'est pas évident de rester toujours sur le fil du rasoir. J'y suis resté pendant longtemps quand même. Mais bon, après on me dit il faut prendre position. Mais comment? Pourquoi prendre position? Voilà, on est toujours entre les deux. Et je suis toujours resté entre les deux. Est-ce que c'est dur de rester entre les deux? Mais c'est le plus dur. Parce que d'un côté, c'est plus facile de croire, et de l'autre, c'est quand même dommageable de dire bon, ça apporte rien, on explique tout, on sait tout. C'est ce qui est passionnant, c'est voilà, de garder le point d'interrogation, mais quand même de faire la part des choses et de garder les pieds sur terre, quoi. Tu dis qu'avec ton livre on n'apprend rien, mais si, peut-être les enquêteurs de terrain qui sont... parce que c'est comme... Tu aurais pu l'appeler mémoire d'un ufologue aussi, de terrain. Oui, oui, ça fait partie de ça aussi. Ouais. Et c'est d'autant plus intéressant, ça peut former ceux qui arrivent aussi. Et pour savoir qu'est-ce qui les attend. Oui, il y a un chapitre là-dessus d'ailleurs sur mon collègue qui était nouveau en ufologie. Il s'est demandé où il mettait les pieds. Ouais, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et où le trouve-t-on, ton livre?
Directement chez moi, par correspondance, vu évidemment qu'il n'y a pas de promotion de fête à partir du moment où c'est pas passé par un éditeur, on va pas le trouver en librairie, donc il n'y a qu'une solution, c'est de me contacter et voilà. Et moi j'ai un petit stock chez moi, je l'envoie à celui qui est intéressé. Il n'y a pas d'autre solution. Et tu comptes en écrire un autre après? Non, je pense pas. À moins que j'ai une illumination tout d'un coup, mais je pense que ouais, c'est le cinquième bouquin sur le sujet. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus après. Alors, passons à une question d'un jeune ufologue du département de l'Oise. Bruno Botta est aussi membre du SO et d'OVNI Paris. Alors, la question qu'il m'a demandé de te poser, c'était qu'est-ce que tu penses de l'ambiance de l'ufologie actuelle comparée à celle que tu as connue par le passé? De plus en plus méchant. Je sais pas, peut-être bien, mais c'est l'évolution normale de la société. Il n'y a pas qu'en ufologie. Les gens ne savent plus à quoi se rattacher, ils croient plus en rien. Ils continuent à s'entretuer pour des bêtises. Euh, les années 80, j'étais trop jeune, peut-être aussi, pour me percevoir de ça. Mais enfin, je me souviens qu'il y avait quand même des débats assez stériles aussi, mais bon, des débats dans des revues ufologiques, hein. On se battait parce que les uns étaient pour l'hypothèse extraterrestre au premier degré, les autres étaient pour l'hypothèse parapsychologique. Il y a toujours eu ces querelles, mais c'était méchant aussi, hein, il faut pas croire. Je me souviens avoir vu des débats assez passionnés. Mais là, maintenant, ça a évolué, ça se passe sur Internet, ça se passe sur Facebook, ça se passe, voilà, où les gens sont toujours aussi méchants finalement, parce que chacun croit détenir la vérité, évidemment, puisque c'est toujours l'autre qui a tort. Euh, mais bon, quoi dire de plus là aussi, voilà quoi, ça évolue pas, c'est un petit peu dommage. À quoi ça sert? Alors qu'il y aurait tant de choses à faire intéressantes, on passe son temps à démolir le voisin. Je vois pas l'intérêt. Mais bon, pourquoi? Est-ce que c'est pour se donner une bonne image de soi? Ouais, je sais pas. Moi, quand c'est comme ça, je préfère pas intervenir, faire prendre du recul, parce que ça sert à rien. C'est un engrenage infernal, ça, de répondre et de se faire pourrir ensuite. Bon, je pense que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois où j'ai laissé couler. Et finalement, je crois que c'est une bonne démarche. Tu vas faire une comparaison. L'ambiance qu'il y avait dans l'association SOS OVNI par rapport à l'ambiance dans l'association OVNI Languedoc. En SOS Avenir, on avait une grosse association nationale avec l'avantage d'avoir des délégués dans chaque région. C'était l'époque de Morgenthaler dans l'Est, c'était de Renaud-Maric à l'Ouest. Il y avait des gens qui avaient un noyau de personnes autour d'elles et qui faisaient du bon boulot, des bonnes enquêtes. Perry savait aussi mener sa barque. Bon, là aussi, on peut critiquer Perry. Bon, il a fait des trucs pas très. Mais il y avait une structure. Voilà. Il y a eu du bon boulot de fait à l'époque. C'est une association qui a été cataloguée de plus ou moins sceptique. Mais bon, là aussi on va passer parce que bon, je vois pas pourquoi. Parce qu'on dit que les choses sont telles qu'elles sont. Mais quand l'association s'est dissoute, c'était dans les années 2000, 2000, 2001, 2002, dans ces eaux-là. On s'est retrouvés tous en France en disant qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on va se retrouver dans des associations qu'on a quittées parce qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde? Donc on a créé chacun nos propres associations. Comme à Lyon, Avenir Investigation s'est créé, Morgenthaler a créé Spica dans l'Est, moi j'ai créé Avenir Languedoc, etc. Avec le but quand même d'échanger de l'information puisqu'on voulait rester en contact les uns avec les autres. Le problème c'est qu'évidemment, l'éloignement géographique a fait que on se voyait de moins en moins. On s'est envoyé quelques témoignages comme ça. Et après, chacun a fait sa salade dans son coin, quoi. C'est un petit peu dommage. Parce qu'il y avait une bonne équipe à SOS OVNI.
Et comparé à Ovine Languedoc. Mais il ne reste plus que des petites associations, on va dire, maintenant. Bon, l'ufologie a fait son chemin. On trouve des associations de 10, 15, 20 bonhommes, avec le noyau dur, toujours, de 3 4 personnes, comme dans toutes les associations. Et ça n'a pas changé depuis voilà. Avec des réunions, on se retrouve autour d'une table, chacun a des idées, puis chacun s'en va de son côté, et on n'avance pas. Ça, c'est l'association idéale n'existe pas. Chacun. Bon, l'avantage qu'il y a à Avenir Languedoc, c'est que quand même on a. Enfin, je dis on, j'en fais plus partie. Hein. Enfin, je suis toujours président d'honneur, mais bon, j'ai lâché un petit peu aussi. Il y a des gens de tous bords, de cultures différentes, d'idées différentes qui s'affrontent. C'est pas toujours évident, mais voilà, on n'est pas, on n'est pas dans les petites associations que j'ai connues à l'époque, où on se réunissait devant les cassettes de TF1 et puis on était tous là à dire amen, quoi. Euh, Ah, ça se passait comme ça? ça s'est passé presque comme ça. C'était les années d'or de l'ufologie, de l'hypothèse extraterrestre au premier degré, où on regardait les cassettes de mystère, voilà quoi. Là, l'ufologie, moi, malheureusement, on n'avançait plus, quoi. Quelle enquête t'a le plus marqué? Évidemment, l'affaire D, puisque c'est un des gros cas qui m'a pris 5-6 ans de boulot. Je l'ai expliqué 100 fois, enfin on peut y revenir 2 minutes si tu veux, sur ce cas-là, puisque c'est un cas que j'ai contre-enquêté en 1995 ou 96. Un vieux cas qui s'est déroulé en 1955, donc j'étais même pas né à l'époque. Mais c'était un cas qui m'avait interpellé parce que il y avait tous les ingrédients dans cette histoire-là. Il y avait une observation de plusieurs objets, un atterrissage, une paralysie sur le témoin, des messages télépathiques reçus. Enfin, il y avait le truc dont tout le monde rêve, quoi, finalement. À part qu'il y avait les petits détails qui clochaient, que j'ai voulu vérifier, tout reprendre à zéro. Donc voilà, c'est un gros cas qui m'a pris du temps. Je suis allé voir le témoin, pas une quinzaine ou une vingtaine de fois au moins. Retrouver des archives, aller voir les groupements d'enquête qui avaient enquêté à l'époque, les brigades de gendarmerie qui avaient reçu le témoin, enfin les toubibs qui avaient soigné le bonhomme suite à son observation. Enfin, c'était vraiment le cas, ce qu'on appelle le cas pas béton, parce qu'évidemment le cas béton n'existe pas, quoi. Avec un manque de preuves matérielles, mais le truc vraiment intéressant à approfondir, quoi. Vu que je m'étais intéressé pendant de nombreuses années à compiler des cas sur des bases de données, mais il arrive un moment où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça sert à rien de passer sa vie à accumuler des cas si à un moment donné on ne se dit pas, bon, on va s'intéresser plutôt à quelque chose qui mérite le détour, plutôt que de noter les cas, des milliers de cas. Parce que dans des bases de données, il y a des trucs vérifiés, pas vérifiés, identifiés, pas identifiés. On se perd un peu dans tout ce truc-là. Donc j'ai préféré, à un certain moment, m'arrêter sur des cas qui me paraissaient dignes d'intérêt. Et voilà, c'est parti sur la contre-enquête. Je suis allé sur le terrain faire de la contre-enquête. Et j'ai arrêté de compiler ce que je faisais pendant 20 ans. Donc tu es plutôt un contre-enquêteur qu'un enquêteur? Aussi, ouais. Ouais, parce qu'il me semble qu'il y a des enquêtes qui avaient été mal faites à l'époque. Pas du fait des enquêteurs, parce que peut-être c'était l'époque où on n'avait pas les moyens qu'on a actuellement. Donc voilà, j'ai voulu reprendre certains cas à zéro, et pour voir s'il y avait des failles, pour voir si. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'était ce que j'ai toujours fait. L'intéressant pour moi, c'est d'aller fouiner un petit peu, quoi. D'aller fouiller plutôt que de. Parce que bon, il y a le fait aussi que depuis quelques années, il n'y a pas de gros cas. Il y a des gens qui voient une lumière dans le ciel, mais il n'y a pas les cas qu'on voyait dans les années 50, 60, 70, où il y avait des atterrissages, où il y avait des traces matérielles, etc. Donc ça m'a interpellé plus que la personne qui vient vous trouver en disant ah mais moi il y a 15 jours j'ai vu passer un truc dans le ciel, mais j'ai pas de gros cas des dernières années, on va dire, voilà. Qu'est-ce qu'une contre-enquête
Et en quoi consiste une contre-enquête? Comment ça se déroule? La contre-enquête, c'est pas le boulot le plus facile, déjà. C'est parce que c'est s'occuper d'un cas qui est ancien. Euh, il peut avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc on va avoir plus de difficultés à rechercher les éléments pour identifier le phénomène ou pas. Ceci dit, c'est intéressant d'aller fouiller dans les archives, d'aller retrouver le temps qu'il faisait, d'aller voir les PV de gendarmerie quand il y en a. Voilà, quoi. Ça fait partie du boulot de contre-enquête. Mais déjà, ce qui serait intéressant, c'est qu'une enquête soit faite comme il faut dès le départ. Si un enquêteur va chez le témoin, qui se contente d'écouter le témoin 10 minutes, qui fasse son rapport et qui classe ça, on n'appelle pas ça une enquête déjà. Une enquête, c'est aller vérifier un certain nombre d'éléments. On a des moyens actuellement. On a plein d'applications qui nous permettent de savoir si un avion passait dans les parages. On a plein d'applications pour savoir s'il y avait la Lune, s'il y avait les étoiles, à quelle position c'était, etc., etc. Ce qu'on n'avait pas il y a 30 ans ou 40 ans. Donc déjà, il y a un boulot qui doit être fait au départ. De contacter les aéroports, de savoir le temps qu'il faisait, etc., etc. Pour éliminer, évidemment, toutes les méprises possibles. Et après, la contre-enquête, c'est quand on estime nécessaire que le boulot a été mal fait, ou ce qu'a fait le GEPAN, bon, critical ou pas, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Il y avait des cas qui étaient classés D au départ, parce que c'était, il y avait 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. Et après, avec les nouveaux moyens d'investigation, il y a quelques cas qui sont tombés, qui sont passés de D à B ou à A, parce que on a trouvé d'autres trucs pour identifier le cas, quoi. C'est pour ça que les KD sont passés de, je sais pas combien tu les as en tête, toi, 2% dans les années 2000 à voilà. Bon, après, chacun peut camper sur ses positions, dire bon, c'est pas bon, mais ça, c'est encore un autre truc. Mais il faut que l'enquête soit bien faite au départ. Et avec les moyens. On a des moyens. À l'époque, on n'avait pas tous ces moyens. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On a plus de moyens, mais on n'a pas tellement on n'a pas tellement avancé dans l'histoire. Alors là, il y a un gros problème aussi. Pourquoi? On en revient, là comme tu dis, c'est un peu comme du brouillage humain. Les enquêteurs qui vont dans les ufologues qui vont en enquête avec leur théorie personnelle. Et qui ne. Peut-être qu'ils dirigeront le témoin en fonction de. Tu sais, faire des questions. C'est l'erreur à ne pas faire, mais bon, tout le monde l'a fait, un jour ou l'autre. Je crois on est tous passés par là. Enfin, plus ou moins. Il ne faut pas aller sur une enquête avec un a priori, sinon l'enquête il faut c'est dès le départ, de toute façon. Il faut laisser parler le témoin, et puis c'est ensuite qu'on lui repose des questions. Mais moi je connais beaucoup d'enquêteurs qui sont allés trouver le témoin en disant mais vous pensez pas que c'était plutôt comme ça, et le témoin évidemment ah oui, 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 vous avez raison. Et ça part de là, si l'enquête part comme ça, c'est pas bon, quoi. Après, on peut pas taper non plus sur les enquêteurs. Ils font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, quand ils peuvent. L'ufologie, c'est une passion, c'est pas un boulot, c'est pas un métier. Il n'y a pas de diplôme qui mène à l'ufologie. Donc, chacun fait ce qu'il peut avec ses a priori. Voilà, quoi. On peut pas taper sur les enquêteurs non plus. Après, bon, on se souvient tous des années 70, où il y a eu la fameuse collaboration entamée entre le GEPAN et les enquêteurs privés. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché parce que les enquêteurs aussi ont pas toujours été clean. Ils partaient avec des idées préconçues sur les enquêtes, ils ont fait des erreurs. Donc on peut pas toujours taper sur le GEPAN non plus en disant ouais ils veulent pas travailler avec nous. Bon, parce qu'il y a eu des choses qui ont été mal faites. Bon après il y a eu une tentative de nouveau là, il y a quelques années avec le nouveau IPN et compagnie. Et bon ça marchera jamais ça je pense. Et pourquoi? Ça marchera pas. Ça marchera pas parce que chacun veut tirer la couverture à soi. Parce que c'est pas possible de travailler. Ça pourrait dans l'idéal, en théorie, mais en pratique ça marche pas ça. Quel conseil aurais-tu à donner aux futurs contre-enquêteurs de terrain? De faire leur chemin sans se préoccuper de ce qui a été fait.
Parce que le passé peut nous apporter quelque chose, mais il ne faut pas que ça pollue aussi. Ça serait bien qu'il y ait des nouvelles personnes euh, qui arrivent sans a priori. Parce que moi quand j'ai commencé à enquêter, j'ai été accompagné par des gens qui connaissaient déjà le sujet, Oui. mais qui m'ont pollué un peu le truc. Ils avaient leurs idées avec l'hypothèse extraterrestre, etc. Ça, T'étais le Padawan et c'était le Jedi. voilà, il faudrait qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent, mais sans avoir des idées préconçues. Pour voir s'ils trouvent une autre voie que celle qu'on a empruntée, nous, tu vois. Ça peut exister, ça. Bon, je sais pas à quoi ça peut amener, mais il faudrait partir sur un terrain vierge, voilà. Comme on dit, le passé, d'accord, ça peut servir. Parce qu'il y a quand même des données qui peuvent servir à d'autres. Mais est-ce qu'on n'a pas fait fausse route? Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité de gens qui diront ah mais moi je vais essayer de trouver autre chose? Pourquoi pas? Par exemple, si on continue comme ça, on va dans le mur. Parce que si, ça peut durer. Tu vois ce que ça dure depuis 60 ans, géologie, 70 ans, 80 ans, je sais pas. On va continuer comme ça va amener où? On va continuer à faire des livres sur le même sujet. On va continuer à faire des bases de données. Pourquoi? À quoi ça va servir? On n'avance plus là, à un moment donné. Il faut peut-être essayer de trouver quelque chose de nouveau. Quoi? Je sais pas, hein. Si je savais. Tout à l'heure, dans tes archives que tu m'as montrées, et que les auditeurs vont voir présentement, euh, dans... c'était plein de coupures de presse. Pourquoi as-tu décidé de faire des archives avec des coupures de presse? Pourquoi j'ai décidé? Ah, parce que je voulais créer le saut. Dans les Non, c'est parce que ça a été mon côté conservateur, matérialiste, etc. Toutes ces boîtes archives sont pleines de sujets autres que l'ufologie. Euh, c'était un petit peu mon truc aussi, puisque j'ai fait un peu de journalisme à l'époque. Donc j'ai fait ça. J'avais eu la chance en tant que débiteur de tabac et de vendeur de journaux aussi, d'avoir tout à portée de main. Donc comme le sujet m'intéressait, il suffisait que je prenne un journal, je prenais ma paire de ciseaux, je découpais, pas dans l'idée de conserver, voilà, je ne savais pas ce que ça allait devenir, mais je conservais tout. J'avais les petits cahiers comme ça où je coulais, c'est parti fin des années 70 je crois, début des années 80. Donc voilà toutes mes archives qui sont restées telles quelles, qui pourront peut-être servir un jour à quelqu'un, je sais pas. On se demande si ça pourra servir ou pas, mais bon, pourquoi pas. L'avantage c'est que j'ai quand même tout en mémoire. Donc quand je cherche un truc, je vais direct à mes boîtes à archives, à mes cahiers, et je retrouve facilement ce que je recherche. Quand tu as commencé l'ufologie et maintenant, euh, est-ce que ton opinion a changé? Oui, oui, on évolue tous. Au début, tu t'es intéressé par quelle théorie? Au début, dans les années 80, Lumière dans la nuit, c'était l'hypothèse extraterrestre. On était tous dans cette optique-là. Après, avec le temps, il y a eu d'autres possibilités. Mais finalement, la question est toujours la même. On ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'est le phénomène. Il y a un phénomène, ça c'est indéniable, ça, le fait il existe. Après, qu'est-ce que c'est? Et là, chacun, à partir de ce fait, chacun y va de ses hypothèses, mais c'est en fonction de ses a priori, de sa culture, de plein de choses, de sa religion, de ce qu'on veut. Mais il y a un phénomène lui-même, voilà. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas une mauvaise interprétation de la Lune, qui n'est pas parce que le mec il a fumé la veille, ou ouais, voilà. Il y a un truc. Mais après,
est-ce que dans 50 ans ou dans 100 ans, vu l'évolution des choses, est-ce qu'on ne saura pas identifier des choses qu'on n'arrive pas à identifier aujourd'hui? Voilà, il faut pas aller plus loin que ça. Sinon, si on s'embarque dans des hypothèses, c'est déjà qu'on y va en fonction des a priori. Voilà. Je sais pas quoi en penser. Ça fait 40 ans qu'on tourne en rond, ça fait 40 ans qu'on s'intéresse au sujet, parce que c'est quand même un sujet passionnant, quoi qu'on en dise. Si c'était pas passionnant, il y a longtemps on serait parti jouer aux boules. Donc c'est un truc qui est, c'est un sujet passionnant, quoi. Je veux dire que à une époque, il y avait des ufologues qui passaient leur vie à ça. Bon, bien ou mal, on s'en fiche, c'est pas le problème. Mais les nouveaux ufologues, soit ils sont découragés parce qu'ils voient tout ce qui se passe en ufologie, ils se disent mais c'est bon, j'ai compris, je vais passer à autre chose. Soit ils se font plus de l'enquête de terrain, ils savent plus ce que c'est. Ils sont sur internet, sur Facebook, à partager des fakes pas possibles. Donc l'ufologie a quand même évolué. Pas en bien, mais elle a évolué. Et on se demande ce que va devenir l'ufologie. Parce que les vieux dinosaures, ils sont en bout de course là maintenant. Moi je pense à tous tes collègues que tu as enregistrés à travers la France là depuis quelques années. On est plus nombreux finalement. On est quelques-uns en France à avoir fait du boulot de terrain pendant 30 ans, 40 ans. Bon, qu'est-ce qui va en rester? Alors, on en a parlé tout à l'heure en off, à la préparation de cette interview. Euh, Est-ce que pour toi, l'ufologie n'est qu'apparence? Oui, des nouveaux ufologues. Tu veux parler de nouveaux ufologues? Enfin, il y en a toujours eu des nouveaux, parce qu'on a tous fait partie de nouveaux ufologues. Mais ouais, des gens qui débarquent comme ça, comme parachute, qui ne savaient pas ce que c'était que les ovnis il y a 10 ans, et puis qui tout d'un coup font des conférences, pondent des livres, ils ont de la science infuse, ils savent tout. Puis s'y intéresser aussi, quoi. Moi, à l'époque, on me disait toujours l'ufologie, il faut que ça reste désintéressé, il faut surtout pas payer pour aller voir une conférence, il faut surtout pas payer pour... et là, ça devient un peu comme tout ce qui existe actuellement, tout devient un marché, quoi, on dit. Donc ça, c'est un peu dommage aussi. Il aurait fallu que l'ufologie reste désintéressée. Ça commence par là, quoi. Mais bon, pardon? Elle peut le redevenir. Oui, oui, oui. Ouais. Et quelle est ton opinion sur le phénomène OVNI en ce moment? Mon opinion sur le phénomène ovni, elle est en stand-by, mon opinion. Euh, on sait pas ce que c'est. On a tourné en rond pendant longtemps. Tout le monde a essayé des voies de recherche qui ont été plus ou moins infructueuses. Euh, Toujours aussi intéressant, sauf qu'il y a quelques années que c'est quand même, il y a moins de gros cas, comme je le disais tout à l'heure. Alors est-ce que le phénomène est allé voir ailleurs, ou est-ce qu'il apparaît sous d'autres formes? On ne sait pas, on ne sait rien. Comment s'exprimer sur un truc, c'est compliqué là. Tu me poses une question. Est-ce que quand je te demande ça, t'as pas l'impression que je te demande comment est le deuil? Comment est le Deuil. Ouais, oui, pareil. Comment sont les mibs? À quoi ils ressemblent? Et comment est la Vierge? C'est pareil. C'est des témoignages humains. Point. À partir de là, il faut faire avec. Et le témoignage humain, il est quand même fragile. On n'a rien vraiment à se mettre sous la dent, sous la main. On n'a rien. À part des bribes de trucs. Mais il n'y a jamais de suite, on ne sait pas où ça en est. On te dit, on a des implants, ouais, ils ont été analysés, on ne sait pas à quoi ça correspond, on ne sait pas où ils sont passés, on connaît pas on sait pas ce que c'est devenu. Enfin, moi, je voudrais bien qu'on me dise, bon, on a des implants, on les a analysés, ils sont comme ça, et ça vient de... Là, on ne sait pas. Des traces sur le sol, des échantillons prélevés, ils sont où? Ils sont dans un frigo, ils sont dans la poubelle, on ne sait pas. Tu vois, on a des moyens, mais on n'en sait pas davantage. Donc, le phénomène, il est quoi? Je sais pas. D'accord.
Par contre, sur l'environnement, par exemple, on peut en parler 2 secondes, puisque on parle beaucoup d'ovnis, on dit que les ovnis ça fait rigoler, ça fait beaucoup rigoler, mais il y a un petit lectorat. Alors que sur l'environnement, dès qu'on touche à certaines choses, c'est encore plus difficile, c'est encore plus tabou que les ovnis finalement. Là, je m'en aperçois quand mes éditeurs me disent bon, mais ça, il faut pas toucher, fais-moi de l'histoire de local, fais-moi des recettes de cuisine, fais-moi de l'ovni, mais l'environnement, je prends pas parce qu'on n'a pas le lectorat. Donc je pense que là aussi, il y a du gros boulot. Alors j'avais fait un bouquin sur l'environnement, par exemple, il y a quelques années déjà, personne n'en veut. Donc j'ai trouvé le truc de romancer. Et c'est pas mon truc le roman du tout, parce que c'est pas évident, il faut avoir de l'imagination pour romancer. Et j'ai trouvé. Alors je suis en train de mettre ça je finalise ça. Et tout ce que je voulais dire en document, ça passera en roman. Mais bon, je crois qu'il y a cette solution aussi. Mais bon, voilà, il n'y a pas que les ovnis quoi, dans l'histoire. On peut faire beaucoup de choses. Mais au niveau ufologie, je ne sais pas si je sortirai autre chose, vu que. À moins qu'il y a un gros cas qui m'intéresse. Ouais, un genre de contre-enquête, oui, pourquoi pas. Peux-tu nous en parler de l'affaire du Parmelan? Ou pourquoi tu t'es rendu Ben, Parce pourquoi je qu'il y me a eu suis. des légendes hein, sur le Parmelan. Hein. Il y a Ben, l'histoire des Man in Black aussi, à Dingy Sinclair, voilà, c'est tout, là aussi, c'est une grosse. Ouais. qui était passé dans Factor X d'ailleurs. Je me suis intéressé au Parmelan parce que je me suis intéressé à une affaire qui a eu lieu tout près de chez moi, 8 jours après. Et ça s'est passé dans le Gard. J'en ai parlé dans un bouquin, je ne sais plus lequel. Alors il faudra que vous achetiez tous mes bouquins pour en savoir. J'en ai parlé. Il y a quelqu'un qui serait plus à même de parler du Parmelan, c'est mon collègue de Lyon là, qui s'est intéressé à l'affaire, qui a fait l'enquête là-bas, Jean-Pierre Troadec, qui a fait l'enquête sur le Parmelan. Mais bon, je suis monté voilà, par curiosité surtout. J'ai pas trop fait l'enquête finalement moi, sur le Parlement. J'ai été plus un curieux qu'un enquêteur à l'époque pour vérifier certains éléments, mais c'est surtout 3D qui a fait du boulot là, sur cette affaire-là. Moi, je m'étais intéressé à ça parce que, comme je te le disais il y a 2 minutes, 8 jours après, il y a eu la même chose qui s'est produite dans le Gard, c'est-à-dire une détonation, une lueur, une protection civile qui arrive sur les lieux, qui boucle le secteur, qui cherche on ne sait pas quoi, et 24 heures après, le communiqué officiel de la préfecture qui te dit bon ben voilà, c'était des fusées d'artifice, c'était voilà, il y a un truc qui coulait pas, il y a un truc qui c'est quand il y a un truc qui arrive comme ça, c'est là que ça me fait tilt. Quand 24 heures après, il y a un communiqué officiel qui te dit c'était ça, tu dis bon, il faut vérifier quand même, voilà. C'est parti de là quoi. Et c'était quelle affaire dans le Gard? C'était au nord d'Alès. Le lieu exact, je ne m'en souviens plus. Tout à fait dans les environs d'Alès. Avec, voilà, même les journalistes qui disaient que c'était un hélicoptère qui avait passé le mur du son. Ça nous avait fait bien rigoler à l'époque, puisque le Puma se traîne à 200 ou 300 km/h, je crois, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est parti de ces infos qui font rigoler, enfin rigoler ou râler souvent, qu'on a dit qu'il faut aller approfondir ce truc-là. Alors évidemment, on n'a jamais su, comme souvent, on ne sait jamais. On peut partir de l'hypothèse militaire, parce que souvent, ça peut avoir été un truc qui s'est détaché, un missile ou un réservoir qui s'est détaché. Enfin, bon, on n'a jamais trop su le fin mot de l'histoire, comme beaucoup d'enquêtes d'ailleurs. Si tu devais résumer en un mot, ou une phrase, pas trop longue, ton parcours en ufologie, tout ce que tu as vu, les gens, les enquêteurs, les témoins, tout ce que tu as réalisé, c'est à toi. Tu inaugures la question aussi. Ah, ben aucun regret. Ça a été une passion, comme une autre. J'aurais pu verser dans l'élevage des poulets ou la culture des navets, je sais pas. J'ai fait de l'ufologie. Ça m'a apporté beaucoup, finalement, avec des gens intéressants. J'ai toujours rencontré des gens intéressants. Bon, les cons, on les a laissés de côté. Euh, ça m'a apporté énormément au niveau géographie.
ça m'a apporté énormément sur plein de trucs finalement. Moi, la France, je la connais par cœur. Ça apporte plein de choses. Puis de toucher à tout, de s'intéresser aux ovnis, ça implique de s'intéresser à d'autres sujets. Non, il n'y a aucun regret. Une perte de temps, je pense pas. Certains sont tellement pessimistes qu'ils me disent ça, comme j'en parlais tout à l'heure. Euh, non, je regrette pas de m'être intéressé à ça. Puis c'est mon truc, de toute façon ça a toujours été mon truc. L'enquête, aller fouiner un petit peu, donc j'ai fait ça sur d'autres sujets, donc l'ufologie pour moi ça faisait partie de reste quoi. Euh, Moi je suis comment on appelle ça, je suis un mec de terrain quoi, d'approfondissement, de contre-enquête, d'investigation. Donc ça a toujours été une passion, depuis que je suis jeune j'ai toujours fait ça. Euh, Aucun regret non. Ou est-ce que tu as autre chose à dire pour les auditrices et auditeurs d'ODH TV? Ben, qu'il faut qu'il continue à te suivre régulièrement. Vu que tu as fait du beau boulot et que tu vas continuer, j'espère. Que tu as encore du pain sur la planche. Puis voilà quoi. Bah, sur ce, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah, c'est C'est avec qu'il y en a eu plaisir. beaucoup. Je pense qu'on se reverra. Ouais. Dans 40 ans pour voir si l'évolution. Ah non, plus près que ça. Ici, il faut savoir que chez Camille, on mange bien. Ah ouais, voilà. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Hein. Tout à fait. Ouais. Bah, je te souhaite une excellente fin de journée. Et puis à bientôt. De même, hein. À Au revoir. bientôt, ciao. Je tiens à remercier Bruno pour cette incroyable journée passée avec lui à Saint-Gervais-sur-Marne en février 2020. Je tiens également à vous faire part de cet ouvrage. Si vous voulez vous le procurer, je mettrai les liens en dessous de cette vidéo. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe d'ODH TV, mais également les partenaires et vous autres, ODH Note. Je vous donne rendez-vous au prochain entretien. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée et à très bientôt sur ODH TV. Au revoir.